Christian, bonjour. Bonjour. Bonjour Johanna. C'est dingue, on se revoit après des années. On Bah s'est ouais. rencontrés une fois il y a des années. Et aujourd'hui, en fait, quand je t'ai rencontré, tu étais en partance pour le Vietnam. Je me rappelle très bien. Ouais, c'est à ce moment-là. C'était d'accord. Donc, en fait, tu vivais en France et tu avais décidé de partir. Tu as des origines vietnamiennes? Ouais, tout à fait. Ouais, je suis né au Vietnam. Un quart vietnamien, une grand-mère vietnamienne. Grandi au Vietnam jusqu'à l'âge de 9 ans, avec ma famille vietnamienne. Donc le seul français autour, c'était mon père. Donc langue vietnamienne, culture vietnamienne comme base. Voilà, jusqu'à l'âge de 9 ans. Et du coup, tu as vécu en France. Donc, quand je t'ai rencontré, tu partais au Vietnam. Et alors là, je t'avoue, je suis super curieuse parce que autant quand je t'ai rencontré, tu avais l'air de ne pas avoir vraiment trouvé ta voie, j'ai envie de dire. Et là, tu vas au Vietnam et je vois passer des photos de toi à la télé, dans une pub, en train de faire des séminaires sur le bonheur en entreprise. Ouais. C'est complètement démentiel ce qui a l'air de... Qu'est-ce qui t'est arrivé là-bas? Qu'est-ce qui s'est passé quand t'es parti là-bas? En fait, j'aurais dû y aller plus tôt, en fait. Voilà. En fait, c'était ma voie. Voilà. En anglais, on dit the path, le chemin de vie. Voilà. Donc, on a tous un chemin de vie. Moi, j'en avais un. Et j'ai pas voulu le prendre, en fait. Voilà. Pourquoi t'as eu d'autres occasions avant de le prendre et tu l'as pas pris? Ouais. Qu'est-ce qui Tout à t'avait fait. empêché de le prendre? Qu'est-ce qui t'avait retenu? C'est lié à mon histoire, en fait. Je suis parti du Vietnam à l'âge de 9 ans. Et en fait, mes parents m'ont pas préparé à ce départ, en fait. Mon père travaillait au Vietnam, il avait une entreprise, ma mère travaillait aussi, elle avait un restaurant français. Et les communistes arrivaient en avril 75. Et donc, mon père qui voulait rester, il s'est dit, on va mettre les enfants à l'abri. Donc, il s'est dit, on va faire partir ma mère avec les enfants. Quand ça va se calmer, ils vont revenir et on va continuer à vivre comme c'était avant. Donc, il a décidé de rester pour sauver son entreprise. Donc, il ne nous a pas préparés au départ. En plus, t'es parti sans tes parents, ça veut dire? Alors, je suis parti avec ma mère et ma sœur, et mon père est resté. D'accord. Mais pour eux, c'était juste temporaire. Ouais. Voilà. Donc, il n'y avait pas une préparation psychologique au départ. Mais moi, en étant enfant, j'avais pressenti que c'était définitif. J'avais que 9 ans, hein. C'est étonnant, mais j'avais pressenti ça. Et pour moi, c'était une déchirure parce que c'était la fin d'une enfance. Voilà. C'est la fin de tout, en fait. C'est la fin d'un monde, en fait. Parce que bon, le Vietnam à cette époque-là, c'était le chaos. Il faut dire les choses. Moi, je me rappelle encore l'aéroport de Tan Son Nhut de Saigon à cette époque-là, c'était la fin du monde. Ce que vous voyez dans les films, voilà, moi je l'ai vécu à 9 ans. Cette peur, la peur panique, les gens avaient peur de mourir, en fait. On a pris le dernier vol hors de la ville. Voilà. Dernier vol Air France qui partait de Saigon. Et ça a fait que tu n'as pas voulu revenir quand tu as vu? Alors ça a été une déchirure. Comme une ouverture au stylet au milieu de mon âme qui s'est jamais refermée, en fait. Voilà. Je suis parti et pour moi je voulais revenir parce que moi c'était là où était ma vie. Et je me suis retrouvé en France, c'est différent, hein, c'est notre pays, voilà, c'est un autre monde, culture, langue, etc. Bon, je me suis adapté, mais pour moi ma référence toujours c'était l'identité vietnamienne. Et en fait c'était une déchirure. C'est laisser partir d'un endroit où tu avais du bonheur, en fait. Voilà. Là, déjà, on parle de bonheur à l'âge de 9 ans, tu vois. Et donc, j'ai voulu revenir au Vietnam. J'avais cette envie de revenir. Et je l'ai assouvi, en fait. Quand j'ai fini mes études, j'ai fait mon service militaire comme coopérant, 2 ans à Hanoï. Ah, ok. Hanoï, c'est pas Saigon. Hein. C'était encore une autre épreuve parce que c'est très différent. Et c'était le Vietnam en 91-92. C'était très fermé. C'était un des pays les plus fermés au monde à cette époque-là. Donc je suis revenu 2 ans, et au bout de 2 ans, le contrat fini, je voulais rester, impossible de rester, parce que 91-92, c'était à peine l'ouverture économique du pays, il n'y avait pas d'opportunité, donc il a fallu que je reparte du Vietnam une deuxième fois. Donc tu as eu un choc, tu avais le souvenir d'un Vietnam qui n'était plus le Vietnam que tu as retrouvé? Ah oui, alors très différent, oui, tout à fait, parce que Hanoï, c'est pas Saigon. Tu ne pouvais pas satisfaire ta nostalgie? Alors, je l'ai satisfaite en vacances, j'ai eu des vacances, et donc je suis retourné à Saigon, et dans le sud, pendant ces périodes de vacances. Et là, c'est extraordinaire. Ah ouais. Parce que
si quelqu'un connaît le communisme, si quelqu'un a vécu dans un pays communiste, il saura de quoi je parle. Le communisme a ça de bon, peut-être la seule chose qui a de bon, je m'en excuse, hein, s'il y a des gens qui sont communistes. À tous les communistes du monde, je m'excuse. Mais bon, les gens qui vivent dans un pays communiste savent de quoi je parle. Donc j'ai pas de problème. C'est qu'ils conservent tout. C'est-à-dire que rien ne change. C'est-à-dire que maintenant Cuba va s'ouvrir. C'est-à-dire que si tu vas à Cuba maintenant, c'est Cuba comme tu l'avais quitté dans les années 50. Ouais. Donc moi, quand j'ai retrouvé Saigon, c'était extraordinaire. C'est un voyage dans le temps. J'étais parti à 9 ans, je suis revenu, j'avais 23 ans. Et le Saigon que j'ai connu, il était exactement... En fait, les communistes t'ont mis Saigon dans du formol et c'était parfait pour toi. Ah, c'était incroyable. Imagine, tu reviens là où tu as grandi et t'as 20 ans, t'as 15 ans de plus, quoi. Ouais. Voilà. Donc j'ai retrouvé exactement les lieux de mon enfance, tels qu'ils étaient dans ma mémoire. La seule chose, ils étaient plus petits. Parce que moi, j'étais passé de 9 ans à 1m90, 23 ans. Donc c'est extraordinaire. C'est une expérience extraordinaire. Une sensation fantastique de retrouver les lieux de son enfance. Ça, c'est fort. Mais j'ai dû repartir. Donc, deuxième réouverture d'une blessure qui n'avait pas guéri. Et là, pendant 3 ans, quand je suis revenu en France, pendant 3 ans, j'ai essayé de revenir en Vietnam. J'ai continué à chercher du travail pour revenir au Vietnam. D'accord. Et j'avais trouvé un job pour une entreprise touristique. Les conditions n'étaient pas excellentes, financièrement, etc. Donc j'ai un peu hésité et j'ai demandé conseil à mon père. Et mon père, qui est un grand expatrié, m'a dit non, les conditions ne sont pas très bonnes, tu ne devrais pas y aller. Alors que moi, au fond de moi, j'avais vraiment envie d'aller. Et du coup, je l'ai écouté. J'ai écouté, j'ai pas écouté mon intuition. Et j'ai refusé l'offre. Et après ça, j'ai pas pu trouver de travail. Il a fallu que je m'aide à travailler. Ça faisait 3 ans que je galérais, des petites choses comme ça à gauche à droite. C'était pas vraiment stable. Et donc, j'ai renoncé au Vietnam. Je me suis dit, bon, oublie le Vietnam. Oublie la chose que tu aimes le plus au monde. Ah, c'était quelque chose, hein, c'est une grande décision. Ouais. Je dis, tu peux pas revenir au Vietnam, ça te fait mal, donc oublie le Vietnam. Imagine, tu aimes l'homme de ta vie, tu as rencontré l'homme de ta vie. Non, mais j'imagine. Il est là à porter. Je prends le parallèle parce que c'est à ce niveau-là. Ouais. Et tu dis, tu pourrais vivre avec lui, faire ta vie avec lui, et tu sais que c'est ta vie. Et tu dis non, je refuse, je veux l'oublier. Parce que ça me fait trop souffrir de ne pas être avec lui. Ouais. Voilà. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, c'était mon chemin, c'était ma vie, c'était mon chemin de vie, et intentionnellement, je l'ai barré. Tu vois ? Combien de temps ? Et là, ça durait un moment, ça durait jusqu'en 2009. 2008. Donc, 2008. Quel âge en 2008, j'avais quel âge ? J'avais à peu près 42 ans, chose comme ça. 42 ans à peu près, je pense. Et là, alors, c'était même, 2008, voilà. Alors c'est marrant, il y a une chose qui est extraordinaire. Tu peux pas échapper à ton chemin de vie. Voilà, moi j'ai appris ça. Hein. Bon, je l'ai vécu, donc c'est plus qu'apprendre, c'est le vivre. Il va sans cesse revenir vers toi et te faire des signes. Il va te tirer vers lui. Il va te donner des opportunités de revenir vers lui, sans arrêt. Et moi, la première opportunité, c'était un ami, le même ami qui m'avait pistonné pour avoir le job au Vietnam la première fois que je suis revenu. Ouais. Les 2 ans de service militaire. Il avait une sœur qui avait du business là-bas et cherchait un directeur d'hôtel à Mui Ne, voilà, pour les gens qui ont été au Vietnam, site touristique. Et moi, j'ai hésité, je dis mais j'ai jamais fait ce job-là, je sais pas si je peux le faire. J'ai jamais managé une équipe de 50 personnes, je connais pas l'endroit. Le Vietnam, si je reviens et si je dois repartir encore, je vais ressouffrir. Et j'avais peur. Voilà. Au fond de moi, j'avais peur. Et la peur m'a vaincu à ce moment-là. J'ai refusé le job. J'ai passé l'entretien, il me l'avait donné, et j'ai refusé le job. Sous prétexte, conditions financières moyennes, etc. Bon, mais la vraie raison, c'est la peur. La peur de devoir souffrir encore à nouveau, et de devoir repartir encore. D'être tellement bien et de devoir repartir. Et donc, j'ai refusé, et donc ça a été le premier appel. À cette époque-là, je vivais en Allemagne, j'avais un business, un e-shop
Je travaillais en plus comme assistant d'une manager en IT. Voilà, et j'avais une copine allemande. Et on a décidé d'aller au Cambodge parce que j'avais essayé d'aller au Cambodge à l'époque. Je m'étais fait refouler à la frontière, j'ai fait du stop pour revenir, etc. Je lui ai dit, ah, Cambodge, je vais y aller. Elle m'a dit, ouais, ok, on y va et tout. Et puis elle m'a dit, bah, si on va au Cambodge, on fait un petit tour au Vietnam. Et moi, j'ai dit non. J'étais catégorique, hein. Attends, sérieux et tout. Je peux être très sérieux. J'ai dit, non, non, on va pas au Vietnam. Elle a insisté, non, mais j'aimerais bien le Vietnam et tout, ça coûte. J'ai dit non. Elle a insisté, non, non, non. Elle a insisté, j'ai dit oui. Donc 15 jours au Vietnam, sur un mois de vacances. Et là, c'était extraordinaire parce que là, les 15 jours qu'on a passés au Vietnam, c'était en 2008. C'était le bonheur total, quoi. Un bonheur que je n'avais pas expérimenté depuis des années. J'avais vécu dans pas mal de pays entre-temps, hein. J'étais parti de France, j'ai une dizaine de pays, tu vois. Et ce qu'il y a, quand tu vis dans d'autres pays, dans 2 ans et demi, etc., des périodes d'un an à 2 ans et demi, et à un moment, tu te poses toujours la question. Tu dis, Christian, Johanna, tu veux rester ici? Tu veux faire ta vie ici ou non? À un moment ou un autre, tu te poses la question. Et la réponse a toujours été non. Comment tu es arrivé au Vietnam Alors, si tu as refusé le job, je pensais que c'était le job qui t'a donné au Vietnam. Non, c'est pas le job. Alors et alors, donc, les 15 jours de vacances au Vietnam, très heureux, et je reviens, et là, une dépression, quoi. J'étais triste. Mais d'un jour à l'autre, les 16 heures de vol, alors j'étais dans le bonheur total, à un niveau exceptionnel que j'avais pas vécu depuis très longtemps. En fait, j'ai jamais vécu, en fait, peut-être. Et je reviens en Allemagne, premier jour de retour, la première neige de l'hiver, et là pendant 3 jours, je suis assis devant la fenêtre comme ça, et j'ai une tristesse profonde, quoi. Et là, je me suis parlé à moi-même, je me suis dit, ok, Christian, qu'est-ce qui se passe là? Tu vois le dialogue intérieur. T'as un problème là, Christian. T'as un gros problème. Parce que là, il y a 16 heures, t'étais heureux comme parrain, et là, t'es déprimé, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois? Et je dis, bon, bah c'est clair, hein. Parce que là, j'étais là où je devais être. J'étais heureux, voilà, dans le pays, là où j'ai tout ce qu'il faut, quoi, en fait. Et là, je reviens, je suis pas à ma place, tu vois. Et je me dis, bon, alors, qu'est-ce que tu vas faire? La question, c'est ça. 3 jours, hein. Alors, 3 jours, bon, je me suis dit, bon, faut faire quelque chose, là. Tu vois. Je me dis, bon, t'as le choix, hein. Ou tu continues comme ça, ou tu revis ce que t'as vécu. Alors, je me dis, bon, qu'est-ce que tu vas faire, alors? Quelle décision tu prends? Je dis, bah, je prends la première option. J'ai décidé, j'ai pris la décision, donc j'ai pris conscience, j'ai pris la décision de vivre ça, de revivre ça. Et donc je me suis dit, comment tu vas faire, concrètement? J'ai dit, bon, moi je suis quelqu'un de prudent, hein. Quand je fais des choses, je les fais bien. Alors je me suis dit, ok, bon, l'année prochaine, début de l'année prochaine, tu te prends 3 mois, tu reviens au Vietnam, tu fais rien pendant 3 mois. Tu vis au Vietnam, tu vois comment c'est, si tu te sens bien, parce que être en vacances 15 jours et vivre dans le pays, c'est différent. Donc, j'ai pris cette opportunité-là, je me suis donné ces moyens-là. Est-ce que tu es vraiment bien au Vietnam? Avec les gens, avec tout, le style de vie, etc. Est-ce qu'il y a des opportunités de vie, de travail? Voilà. Quel est le marché? Voilà. Donc, je me dis, ok, 3 mois. Et je suis parti 2 mois, au bout de 2 mois et demi, j'avais pris ma décision. Une intime conviction. C'est cool. Voilà. Je dis, c'est là. Et là, je t'ai rencontré après ça ou avant ça? Tu m'as rencontré avant ça, et c'était même avant que je parte en Allemagne, donc c'était avant 2008. Ah bon, d'accord. À l'époque, c'était juste une idée, en fait. J'étais persuadée que là, c'était la veille de ton grand départ, parce qu'après, j'ai vu, voilà, toutes ces infos qui venaient. Alors, on va essayer d'aller plus rapidement sur... donc, quand t'es là-bas, et comment t'es devenu présentateur télé? Alors ça, c'est extraordinaire. C'est dingue, cette histoire. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce que quand tu marches sur ta voie, quand tu suis ton chemin de vie, tu deviens toi-même, tu es toi-même, et tu veux exprimer qui tu es. Voilà. Et moi, j'étais là, tu
tu es beaucoup plus solide en fait, parce que tu prends une confiance en toi qui est extraordinaire. En fait, moi, ce qui s'est passé au Vietnam, à cause de cette blessure que j'ai eue en étant enfant, en revenant sur ces lieux mêmes, j'ai guéri en fait. Mm. J'ai guéri cette blessure. Et je sentais ça. Hein. C'est dingue. J'ai senti ça. Hein. Et au fur et à mesure que tu guéris, en fait, tu deviens plus fort en fait. Mais est-ce que... T'as une force intérieure qui est incroyable. Et le Vietnam, c'est un pays qui est encore très ouvert, où on manque de compétences, on manque de gens qui sont capables de faire. Et toi, si tu as à peu près le physique du job et tu montres quelques qualités, les gens te donnent l'opportunité tout de suite. Donc moi, j'ai dit, voilà, be all you can be, tu vois. Moi, j'avais envie de faire ça, j'ai l'opportunité. Ah ouais, j'y vais, tu vois. J'ai fait tout ce qu'on m'avait offert de possible, j'ai fait. Ce qui est étonnant, comment tu fais, puisque tu as vécu quelque part avec être à côté de tes pompes toute ta vie, on va dire. Grande partie de ma vie. Donc apporter et cette blessure et ce non-accomplissement en toi qui quelque part pouvait aussi te définir. Quand on a pu ça, c'est-à-dire que tu es au bon endroit, tu as retrouvé ton amoureux le Vietnam, tu vis au bon endroit, on pourrait croire, ah bah ça y est, l'histoire est finie, mais en fin de compte, tout s'est ouvert, tu te réalises. Tout s'est ouvert à ce moment-là. Tu deviens toi-même, tu deviens plus fort, tu as une confiance en toi, tu as une confiance dans le chemin, dans ton chemin de vie. Quoi qu'il arrive, tu as une confiance indestructible. D'accord. C'est impressionnant. Quand tu crois en ton chemin, tu as une force et rien ne peut t'atteindre en fait. C'est-à-dire que même les échecs qui sont sur ce chemin, parce que le chemin il n'est jamais droit. Hein. Le chemin il est tortueux. Donc il faut faire des détours pour arriver au point où tu dois arriver en fait. Et donc il faut pas avoir des mauvaises expériences, parfois des échecs, mais des échecs qui sont nécessaires, qui te réaiguillent ou qui t'apprennent ou qui te donnent des informations dont tu vas, des expériences qui vont te servir pour continuer le chemin et réussir ton chemin en fait. Et quand tu comprends ça, en fait, tu es extrêmement ouvert à la vie. Tu n'as pas peur du futur en fait. Tu es comme un enfant, voilà, c'est Forrest Gump. Ah oui. La vie devient une boîte de chocolat, tu dis, oh ben tiens, il a quoi ce goût-là? Et à chaque jour qui s'ouvre, tu es comme ça, tu es comme un enfant. Qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui? Tu vois, quoi qu'il t'arrive, que ce soit bien ou pas bien. C'est incroyable. C'est ça qui t'a donné envie de partager et de faire de ces ateliers, parce que toi tu fais des workshops. Alors je vois en plus tu es super bien noté. T'as des bons retours, t'as l'air de t'éclater dans ce que tu fais, donc qu'est-ce que tu fais? Alors ça c'est notre vérité, Johanna, c'est que quand tu fais ton chemin, quand tu marches sur ton chemin, tu fais ce que tu dois faire. Pourquoi tu es né dans ce monde, et que tu réunis toutes les compétences que tu as. Je me suis rendu compte que tout ce que j'ai fait dans ma vie, toutes les expériences que j'ai faites avant, m'ont préparé à ce que je fais maintenant. C'est incroyable. C'est incroyable. Tu vois, c'est là où tout prend sens en fait. Donc tout ce que j'ai fait avant m'a donné l'expérience et le goût, m'a préparé pour ce que je fais maintenant, quoi. C'est-à-dire que là je suis prêt, quand je suis arrivé là, j'ai un niveau et je fais exactement ce que je dois faire. Donc je peux pas. Et quand tu fais ce que tu aimes, moi j'ai une passion pour ce que je fais. Et là la passion elle est communicative, tu vois. Et quand tu veux partager, tu veux aider sincèrement, parce que ce métier, donc je suis formateur, je suis coach, consultant, c'est aider les autres. Voilà. En fait, il y a deux choses. Il y a deux choses essentielles. Tout le monde doit savoir ça, et tout le monde doit se poser cette question-là. Et moi, quand je fais du coaching, c'est mon point de départ. Quel est le but de ta vie? Pourquoi tu es né dans ce monde? Voilà. Question simple. Donc tu penses qu'on est tous porteurs d'une mission? On a tous une raison d'être ici. Et ça, c'est le point de départ. Mais une forme de mysticisme aussi dans le... Ok, donc c'est mysticisme, on peut dire que c'est du mysticisme. Pour moi, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être du mysticisme, ça peut être de la spiritualité, ça peut être de la religion. Est-ce que toi, c'est spiritualité? Moi, je dirais, je ne veux pas qualifier, hein, chacun qualifie sa manière. Hein. Donc je ne veux pas fermer ça, enfermer ça dans quelque chose. Moi, mon interprétation personnelle, c'est de la spiritualité. Alors, nous sommes des êtres spirituels. Okay. Et un humain est spirituel. Moi, j'ai compris ça. Okay. Voilà, ça c'est ma découverte, c'est mon vécu. Et tu ne peux pas être un humain complet si tu n'es pas spirituel.
Ah, d'accord. Ah non, tu peux pas. Si tu renies cette part-là, tu la En tout cas, développes toi, pas, tu tu n'es peux pas pas. complet. En tout cas, toi, tu peux pas. Voilà, moi c'est mon Ouais, expérience, ok. c'est ma conclusion. Voilà, D'accord. pour moi c'est très clair. Donc, tu as dit, il y a deux choses. Tu as dit se poser la première question qui est quel est ton but de Le but de ta vue? vie, Ouais. le but de ta vie, voilà. Voilà, qu'est-ce que tu veux faire Et la dans ta deuxième? vie? Tu es né ici pour faire quoi? Ouais. Ensuite, c'est faire, c'est comprendre, chercher, si on l'a pas trouvé, réfléchir à l'activité qui va pouvoir répondre à ce but. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire? Quelle activité, quelle qu'elle soit, ça peut être un job, mais ça peut être autre chose, qui va pouvoir répondre au but de ma vie et le compléter. To fulfill, en anglais on dirait. En quoi le but de vie et l'activité sont différents? Parce que l'activité va servir le but. Mais c'est quoi un but, par exemple? C'est-à-dire Bah, c'est voilà, aider les autres et l'activité, ça va être de faire du bénévolat, par exemple. Ou quelque voilà, chose comme ça. par exemple. D'accord. Dans mon cas, si je prends mon cas personnel, moi j'ai compris, parce que j'ai regardé, hein, j'ai fait une analyse de ma vie, de tout ce que j'ai fait dans ma vie, et quel était le fil conducteur de toutes les activités et de ma motivation, de ma passion, c'était aider les autres, partager, faire partager quelque chose aux autres. Voilà. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'était ça. Mais est-ce que c'est pas tous notre but de vie de partager et d'aider les autres? Dans le fond, je pense, oui. Oui. C'est-à-dire que ça va se décliner d'une manière différente. Donc est-ce Suivant différentes est-ce personnes. qu'il faut trouver un but plus précis ou c'est quoi le but de ta vie? Moi, j'ai défini, je l'ai mis en exergue de mon profil LinkedIn. Ok. Moi, c'est aider les autres. D'accord. Ah, Ok. on doit être capable de le définir en une phrase, voire deux. Pourquoi tu as choisi le bonheur alors? Alors, le bonheur, alors c'est une très bonne question, et c'est vraiment la racine. En fait, en revenant au Vietnam, voilà, en marchant mon chemin de vie, donc je me suis réalisé, je suis devenu moi-même, j'ai pu m'exprimer tel que j'étais, et donc j'ai développé mon niveau de bonheur, en fait. En fait, je suis arrivé à un niveau où j'ai cette paix intérieure, cette tranquillité, cette joie qui est là, tout le temps, tu vois. Voilà. Donc je me suis dit, là je suis heureux. Et c'est pas quelque chose d'extraordinaire, quand tu es heureuse, tu peux pas le garder pour toi. Hein, c'est incroyable. Tu peux pas le garder pour toi, c'est plus fort que toi, ça devient une mission. Et il y a deux mots qui me viennent à l'esprit quand je pense à ça, c'est mission et devoir. Il faut que tu le partages. Tu peux pas le garder pour toi, c'est impossible. Est-ce que c'est il faut que tu le partages ou Tu sens, c'est un besoin. tu partages tout simplement? Ah oui, c'est un besoin. Ça, tu peux pas le garder pour toi. C'est un besoin. Ah non, c'est un besoin. Moi c'est un besoin. C'est-à-dire que je rencontre n'importe qui, je te jure, c'est un truc de fou. Toutes les occasions sont bonnes, et qui veut l'entendre, l'entend. Parce qu'il y a des gens qui veulent pas l'entendre aussi. Hein. Il y a des gens ils refusent ça, ils se bloquent, ils se disent, parce qu'ils n'ont pas un niveau de spiritualité peut-être assez élevé, ou parce qu'ils sont plus dans le rationnel. Non, ou peut-être qu'ils veulent pas on vienne, je veux dire, c'est ta vision du monde, c'est ton vécu. Pourquoi faudrait forcément qu'ils l'accueillent? Alors c'est très intéressant, et ça c'est mon expérience depuis que je rentre dans cette voie-là, de partage du bonheur. Je me rends compte qu'il y a deux types de personnes en fait. Il y a des personnes qui ont déjà un certain niveau spirituel, une certaine compréhension ou sensibilité spirituelle. Et quand tu parles de ça directement à ces gens-là, du bonheur, il y a une ouverture, il y a une curiosité et une envie. Naturelle, tout de suite. Par contre, les gens qui n'ont peut-être pas cette ouverture spirituelle encore, qui n'ont pas cette sensibilité encore, qui sont dans le rationnel, il y a un rejet. Il y a un rejet. Ah, c'est très étonnant. Hein. Alors, je serais curieuse, je suis curieuse de savoir ce que tu partages dans tes ateliers. Alors, en quoi ça consiste? Est-ce que le bonheur s'apprend et surtout comment on le transmet? Alors, j'ai essayé de comprendre d'abord. Voilà, pourquoi je suis heureux. C'est important. Quel cheminement, quelles actions, quel vécu, voilà, quelle découverte. Voilà. J'ai fait une introspection, j'ai analysé tout ce que j'ai vécu, ce que j'ai fait pour arriver là. Et j'ai essayé de conceptualiser parce qu'il faut le partager. Donc on ne peut pas rester pendant une semaine. On n'est pas dans un ashram par exemple. Donc j'ai essayé de réduire ça avec mon expérience de formateur en 2 jours. Et j'ai résumé ça en fait en 10 points. Voilà. Et j'ai cherché le mot pour définir ces 10 points. Alors j'ai pensé à principe, loi,
voilà, des mots comme ça, mais il y a aucun mot en fait qui définissait exactement ce que c'était. C'était pas un principe, c'était pas une loi, parce qu'il y avait un côté coercitif un petit peu. Mais moi, ce que je voulais, c'est trouver quelque chose qui avait un sens universel. Et donc, j'ai défini ça en vérité, en fait. Voilà. J'ai résumé ça en 10 points, en 10 vérités. Alors, la force d'une vérité, c'est quoi? C'est qu'elle s'applique à tout le monde. Mais ça, j'arrive pas à l'entendre, c'est bizarre. Je suis désolée, hein, je devrais pas mettre. Ah, vas-y. J'arrive pas à entendre. Hit me. J'adore ça. Ah, c'est vrai, t'es maso. Ah, non, j'adore ça. Sur ce sujet-là, j'adore. Non, Et mais il dire, faut. C'est que on a tous une perception de la réalité. Je crois que est-ce que quelqu'un connaît la vérité absolue? Donc c'est vrai que c'est marrant parce que ça me fait des parallèles dans la tête par rapport à quelqu'un qui me disait qu'il trouvait ça pédant de dire professeur de bonheur en parlant de quelqu'un qui avait mis ce titre-là. Et là, c'est la même chose avec vérité. Est-ce que c'est pas intrusif, quoi? Ouais, ça a l'air en puissant. disant ma vérité est ta vérité. Tu peux ressentir comme ça. Alors, et c'est très important dans mon workshop, c'est mon introduction. C'est la première chose que je fais. Je définis le mot vérité. Voilà. Ah, d'accord. Ah, tout à fait. Parce que je sais qu'il y a des gens qui vont réagir de cette manière-là. Alors, une vérité, elle est vraie, elle est universelle, elle est immuable. Voilà. Et que tu la connaisses, que tu la connaisses pas, que tu y crois pas, elle s'en fout. Voilà. Donc elle attend. Il y a des gens qui l'ont découverte et donc qui y croient, et il y a des gens qui l'ont pas encore découverte. Donc pour eux, c'est pas encore une vérité. Voilà. Alors. Un exemple. Alors c'est ça. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que ces vérités, on en connaît tous au moins une. Ouais. Au moins une. Tous, quel que soit notre âge et notre expérience de vie. Au moins une, sinon plus. Voilà. Alors, la chose qu'il faut savoir, j'en parlais après, c'est que savoir une vérité, c'est une chose. En avoir conscience, c'est un autre niveau. Et l'appliquer dans sa vie, c'est encore autre chose. Voilà. D'accord? Donc, on va rentrer dans le détail après. Il faut que tu en gardes pour tes workshops quand même. Hein. Voilà. Alors, mon workshop, il est en 2 jours et il est en 2 phases, en fait. En fait, je ne donne pas les vérités aux gens. Je leur dis pas, voilà. Je leur dis pas vérité 1, vérité 2. Non. Moi, je suis un facilitateur, en fait. Je suis un guide. D'accord. Et je guide la réflexion des gens. Donc, par exemple, et je les aide à découvrir ces vérités. Comment quoi, tu fais un il y a des activités, il y a des questions qui vont déclencher une réflexion, une introspection, une réflexion personnelle sur son vécu, sur ce qu'on est, ce qu'on a fait, d'accord. Et j'ai utilisé aussi des quotes, donc des citations qui sont données donc par des gens célèbres à différentes périodes de l'histoire, dans différents domaines, des gens qui sont connus dans différents domaines, mais qui disent tous la même chose. Et justement, alors je suis pénible aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai. T'es curieuse, c'est bien. C'était la pleine lune cette nuit, ça a dû me... justement, en fait, en disant ça, donc tu prends les citations qui pointent toutes dans la même direction, mais la direction que tu as choisie. C'est vrai, ouais. Donc quelque part, est-ce que, voilà, ça revient avec ce truc de la vérité. Ouais. Okay. Parce que voilà, pour moi, j'en suis convaincu. D'accord. Et je sais qu'elle a un impact sur moi. Voilà. Et je sais qu'elle joue un rôle dans mon niveau de bonheur. Voilà. Sur mon bonheur personnel. Mais moi, je suis un humain. Tu vois? Voilà. Je suis un humain. Donc, si c'est quelque chose qui a un impact sur moi, je ne vois pas pourquoi ça n'aurait pas un impact sur un autre. Je ne suis pas différent d'un autre humain. Je ne suis pas meilleur ou pire. Non, mais je me disais qu'en fin de compte... Comme moi, je peux pas savoir, je peux pas être complètement dans tes chaussures, je peux pas complètement être en empathie. J'ai pas le même vécu. Voilà, je peux pas savoir exactement ce qui va régir ton ouverture, on va dire. Du coup, en pointant dans une direction, ça va. Est-ce que c'est pas juste permettre à chacun de trouver sa vérité, et encore c'est compliqué comment on fait ça. Regarde, dans le cheminement de ma réflexion, il y a une grande part d'introspection
que j'aide les gens à faire, donc sur leur vécu et sur ce qu'ils sont. Juste, donne-moi un exemple concret. Parce que voilà, je vais donner, voilà, exactement. Voilà. Alors, une vérité. J'ai en donné quelques-unes dans l'interview, et pour illustrer, parce qu'il faut. Et j'ai en trouvé quelques-unes qui sont très puissantes. Voilà. Peut-être les plus puissantes du workshop. La première, c'est donner aux autres. Aider les autres, faire une bonne action. On dirait en français. Voilà. Et ça, il faut le faire tous les jours, au moins une fois par jour. Ça peut être des petites choses, comme ça peut être une grande chose. Hein. Mais tous les jours, il faut essayer de faire quelque chose pour les autres. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand tu fais quelque chose pour quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qui se passe en toi? Qu'est-ce que tu ressens? J'ai fait il y a quelques jours, tous les gens qui m'ont demandé de l'argent dans la rue, je leur ai donné juste, et je me suis sentie riche. C'est bizarre, hein? Ouais, c'est bizarre, mais c'est juste, c'est vrai. Ouais. C'est ce qu'on ressent en fait. En fait, quand tu donnes aux autres, en fait, tu reçois. Parce que qu'est-ce que tu reçois? Qu'est-ce que tu ressens? De la satisfaction, du plaisir, de la joie. Alors pourquoi tu le fais pas? Tu vois? Mais pourquoi ne pas le monsieur, faire? C'est bien, voilà. Mais les gens qui le font pas, pourquoi vous le faites pas? Voilà. Et si tu le fais, c'est très bien. Et c'est une chose très simple, très facile à faire. Et en fait, tu te fais du bien en faisant du bien. Donc, pourquoi pas le faire? Voilà. Parce qu'on a ces peurs sous-jacentes de manquer ou d'être abusé ou je ne sais quoi. Tu prends l'exemple de l'argent. On n'a pas d'argent, qu'est-ce qu'on donne? On donne de soi. Et le don de soi, il est beaucoup plus puissant, multiplicateur que l'argent. Aider une vieille dame à traverser, voilà. C'est l'exemple le plus simple. Quand tu crées du plaisir, de la joie, c'est communicatif. Voilà, c'est communicatif. Tu vois, tu le vois dans la vie de tous les jours. Quand tu rencontres quelqu'un qui est bien, qui est heureux, qui est positif, tu le sens. C'est communicatif. Il va émettre cette énergie positive autour de lui. Et c'est communicatif. Et tu vas le ressentir. Et tu vas sentir cette positivité, cette énergie positive. Et ça va te faire sentir bien. Et du coup, toi, tu te sens bien. Et ça va augmenter ton niveau de bien-être, en fait. Et c'est communicatif. Et tu peux le multiplier comme ça à l'infini. Voilà. Et par rapport à cette vérité dont tu viens de parler, comment tu amènes les gens à la découvrir? Je pose des questions. Il y a des questions que je vais poser. Donc, il y a des activités de réflexion avec certaines questions. J'utilise aussi des citations. Avec des images en fait, il n'y a pas de texte, c'est que des images avec des citations, et je leur demande, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Donc à chaque fois, c'est réflexif. Voilà, voilà. Moi j'ai illustré, mais toujours en fin, après, avec ma propre expérience, pour confirmer un petit peu ça, mais c'est toujours en aval. En amont, c'est une réflexion personnelle en fait, voilà. C'est une introspection que je fais faire aux gens. On se fait une deuxième petite vérité avant. Quelques-unes qui sont vraiment puissantes. Allez, il y en a plusieurs. Donc le chemin de vie dont on a parlé, c'est une vérité. Voilà, c'est une des vérités. Celle-là, tu l'as bien illustrée. Voilà. Mais très important, juste pour ajouter un élément, comment on sait que c'est notre chemin de vie? Eh bien, en fait, tu as une intuition intérieure, tu as une petite voix intérieure. Notre vie, c'est quoi? C'est des choix. Tout le temps, tu fais des choix. Je veux faire ci, je veux pas faire ça. J'aime ci, j'aime pas ça. D'accord? Je veux acheter un appartement, je veux vivre ici, ou je veux changer de travail. Voilà, c'est que des choix en fait. À chaque fois que tu as un choix, tu as une petite voix au fond de toi qui te dit oui, fais-le, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Ou oh non, j'ai pas envie. Mais le problème, c'est que ces petites voix, on l'écoute pas. Parce qu'il est dur d'entendre en quoi c'est cette petite voix et c'est pas on n'a pas confiance la en peur elle. Et c'est pas tu vois, l'envie et c'est pas, tu vois, de faire la différence entre toutes ces petites voix, c'est compliqué parfois. T'as qu'une seule voix, c'est toi, c'est vraiment ce que tu as envie de faire. D'accord? Après, on la suit pas, pourquoi? Parce que souvent cette voix-là, elle est noyée dans d'autres voix autour de toi. Les amis, la famille, tout l'environnement social, où les gens vont projeter sur toi leurs propres peurs, leurs propres échecs, et les normes aussi de la société culturelle, etc. Fais pas ci, c'est pas facile, tu vas pas réussir, parce qu'il a échoué, il va te dire mais non, tu vas échouer, l'autre il va dire mais il n'y a pas de débouché, mais on gagne pas beaucoup d'argent, voilà. Et donc tu vas en fait les écouter et suivre leur voix qui n'est pas la tienne. D'accord. Voilà. Donc il faut avoir confiance en cette voie-là et la suivre, et vaincre ses peurs, parce que
À partir du moment où on écoute sa voix et on veut la suivre, après on a plein d'interrogations. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais avoir les compétences? Est-ce que je vais avoir l'argent qu'il faut? Tu as plein de questions, tu n'as pas la réponse tout de suite, mais donc ça crée une incertitude. Ça demande de la foi, bizarrement, ce que tu décris. Une foi en soi. Voilà. Donc c'est très important aussi de savoir qui on est, ses points forts, ses points faibles, de s'accepter, accepter qui on est, parce que ça donne une force aussi, pour pouvoir faire des choses dans la vie, et avancer vers ton chemin de vie. On finit avec une dernière? Une dernière vérité. Et puis parce que ça fait un bout de temps qu'on est ensemble. Ah ouais, là, moi je peux continuer toute la journée. Bah attends, le bonheur... Allez, une vérité tout simple, on en a parlé au début, lorsqu'on s'est revus avant de démarrer la caméra. Donc, une chose toute simple, dans la vie, dans notre vie, si on a quelque chose qui ne nous plaît pas, voilà, qui nous fait du mal, ou avec laquelle on ne se sent pas très bien, eh bien, on va essayer d'arranger cette chose-là. On va essayer de la transformer, de la changer. Si on veut, on peut. Et si on le fait, il faut essayer. Voilà, il faut mettre son temps, son énergie, etc. pour le faire. Et si on a tout essayé pour changer ça et que ça ne donne pas de résultat, on ne peut pas le changer, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'accepter. Et ça, l'acceptation, c'est quelque chose qui va nous aider à avancer, en fait. Voilà, à ne pas traîner des casseroles derrière, et à passer outre l'obstacle, et à faire le prochain pas. Tout simple, très court, mais très puissant. Okay. Pas toujours facile à faire. Ah oui, parce qu'on voit avec ta propre histoire, si quelque part tu avais accepté cette rupture que tu as eue à un moment, tu serais revenu plus facilement en fin de compte. Ouais. Mais ça te faisait souffrir. Moi, j'ai pas accepté de partir. Voilà, c'est ça. Pour moi, c'était ma vie, voilà, okay. C'était mon identité. Ouais. Juste pour illustrer, quand je suis arrivé en France, j'ai pas voulu perdre mon identité culturelle vietnamienne et ma langue vietnamienne. Donc à 9 ans, j'ai décidé que je garderais le vietnamien. Donc à la maison, c'est moi qui ai décidé de parler vietnamien avec ma mère. Elle m'a jamais forcé, elle n'a jamais essayé de m'obliger. J'ai dit non, j'ai décidé, je suis vietnamien, c'est ma première culture, je la garde. C'est moi. En tout cas, ça fait plaisir de te revoir et de comprendre comment tu as pérégriné, je sais jamais dire ce mot, je sais pas pourquoi pérégriné, ouais. Bon, en tout cas, tu as bourlingué, et c'est assez épatant le chemin que tu as suivi. Moi, ça me sidère pas mal. Et c'est marrant, c'était une des personnes que je connaissais avant, et on se retrouve à travailler sur le bonheur, alors qu'au moment où on s'est rencontrés, il n'était pas question de ce bonheur. Ouais. Donc c'est marrant. Ouais. Juste pour conclure, je vais donner juste une chose importante par rapport à mon workshop et par rapport à cette démarche. Donc, 2 parties dans mon workshop. La première partie, donc, c'est je guide les gens donc, à prendre conscience de ces vérités, parce qu'il faut qu'ils prennent conscience que c'est une vérité qui est nécessaire pour eux. Donc, ils se l'approprient ou non. Je les guide, et après, c'est leur décision. Voilà. C'est important, c'est vrai, j'en ai besoin dans ma vie, ça a un impact positif dans ma vie, ok, parce que si tu ne prends pas cette conscience de ça, tu ne vas pas l'utiliser. D'accord. Et la deuxième partie, j'aide les gens aussi à construire les actions pour appliquer ces vérités dans la vie. Voilà, parce que ça ne suffit pas d'en avoir conscience, il faut transformer ça en action, parce que le bonheur, c'est un travail au quotidien d'application, d'action simple. Voilà. Donc, quels sont les obstacles? Enlever les obstacles, identifier les obstacles et les enlever. Donc, il y a un process à faire aussi. Obstacles à l'action. Et quelles actions je vais mettre en place pour pouvoir appliquer ça dans ma vie quotidienne, tous les jours. Et ce qui se passe, c'est que si on fait ça tous les jours, ça devient un réflexe après. Ça devient une habitude. On n'y pense même plus. On n'a plus conscience. Voilà, pour finir. Merci beaucoup.